Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Voltaire disait, le travail est loin de nous, 3 grands mots à savoir, le vice, l'ennui et le besoin. Lorsqu'il disait, il ne pensait certainement pas à certains fonctionnaires au Cameroun qui, bien qu'ayant eu le matricule, se sentent toujours ennuyés au travail, pleurent le besoin et parfois sont sous l'emprise du vice avec le fléau qu'on connaît si bien, la corruption. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de regarder le Grand Soir. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de cette frappe, il faut le dire ainsi, opérée par le ministre Joseph Leu, qui a bien voulu tordre le cou à sa manière à ses fonctionnaires fictifs et même véreux. On parle de près de 500 fonctionnaires fictifs qui ont été débarqués comme des balles propres à regagner, n'est-ce pas, leur quartier respectif. Cette mesure arrive-t-elle à temps? Est-elle salutaire étant donné qu'on parle de ce fichier solde de l'État qu'on veut remettre à jour depuis 2018. On essaiera donc de savoir les dérives économiques que peuvent avoir tous ces 40 milliards qu'on essaye de regagner chaque année, tant il est vrai qu'on a essayé tout au moins de mettre la main sur une grande partie de malhonnêtes dans notre pays. Ça sera l'unique thématique de ce jour. 3 invités sur les 4 que nous attendons sont déjà bien installés. Je vous reviens dans une poussière de secondes pour leur présentation et naturellement l'ouverture des débats. Je vous l'annonçais tantôt, nous sommes ici déjà au nombre de 4, c'est-à-dire moi et bien évidemment 3 invités. On attend le 4e qui ne tardera pas certainement à rallier les rangs des Foulanes. Vous savez, il pleuvait des cordes il y a de cela 1 heure de temps. C'est pas facile avec les bouchons dans notre cité capitale. Ce qui est vrai, c'est que je peux vous le promettre, la main sur le cœur, le quorum sera atteint. Le premier invité, il n'est pas des moindres. Il est habitué de ce plateau. Il est le président du mouvement de la jeunesse panafricaine. Il sait très bien dire qu'un Africain n'est pas seulement celui qui est né en Afrique, mais c'est celui qui reconnaît tout de suite les valeurs africaines. André Patrick Samandeng, vous êtes également philosophe par la même occasion. Bonsoir et bienvenue une fois de plus, certainement pas de trop, sur le plateau du Grand Soir. Bien le bonsoir Arnaud, Victor et Ada. Je vais dire bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bonsoir à mes co-panélistes. C'est un plaisir renouvelé d'être dans cette illustre chaîne afin d'apporter quelques lumières sur les sujets retenus pour ce soir. Je vais également saluer, n'est-ce pas, tous ces soldats camerounais qui défendent, n'est-ce pas, au prix de leur vie, du sacrifice suprême, l'intégrité de l'État et du territoire national. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation du Grand Soir. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Je le disais il y a de cela quelques jours, je l'ai dit hier également, je vais redire la même chose aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir un confrère sur le plateau. Je me sens toujours bien accompagné. Je me sens épargné par des pics de certains téléspectateurs qui ne partagent surtout pas mes opinions. Mais voilà, j'ai un confrère, j'ai un collègue qui m'accompagne aujourd'hui, les journalistes ici même à Info Télévision. C'est une énième fois pour nous de l'avoir sur le Grand Soir, sur le plateau du Grand Soir. Laurent Patrick Ambara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Arnaud, Victor et Ada, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision à travers le monde. Un bonsoir particulier aux téléspectateurs d'Info TV qui se retrouvent dans Comme 2, j'aime commencer chez moi parce que c'est le chez moi, à tous ceux qui nous regardent du nord, de l'extrême nord. Un bonsoir particulier ce jour, et je salue sa mémoire, la belle-mère d'un gouverneur de la République qui, grâce à elle, il a fallu qu'elle décède pour qu'on songe, ne serait-ce qu'à racler la route qui va chez moi, M. Yada, Carrefour Kouaban, vie continue, grâce à son deuil, comme on dit, jamais le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a pu racler cette route. J'espère que ce sera la coutume maintenant. Les gens vont faire des prières peut-être pour qu'on perde des grandes personnes de ce côté-là, pour qu'au moins on pense à refaire cette route.
Ce qui est vrai, c'est que les populations de Kouaba sont bien parce que la route est raclée. J'espère que lorsque je serai aussi Macabé, on va racler celle de mon village. Tant il est vrai que j'espère aussi, avec votre concours, que je serai quelque chose de la République. Pourquoi pas? Il n'est pas interdit de rêver. Il est quitté de la capitale économique du Cameroun, Douala, pour allier les rangs des Foulanes, pour venir participer à cette galette intellectuelle avec nous. C'est une première pour nous de la voir sur le plateau du Grand Soir, mais pas une première sur le plateau d'Info Télévision, puisque dans une émission qui passe bien évidemment tous les dimanches, je vais dire économétrie, il a toujours été là. On le voit également sur d'autres chaînes de télé, concerts, mais ce qui est vrai, c'est que à cette heure au Cameroun et dans le monde, rien n'est plus grand que le Grand Soir. C'est pourquoi on accueille un homme bon de par ses analyses et bon également de par le nom qu'il incarne. Il s'appelle justement Paul-Emmanuel Lebon Afanatina. Il est historien de l'économie. Il est avec nous ce soir, chers téléspectateurs. Accueillons simplement notre invité. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à nos Victor et Yada. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Un bonsoir particulier à mon ami et frère Léon Opakrik, qui est un futur contrôleur principal du travail. Je voudrais également dire un bonsoir particulier à toute ma famille du côté de Nkolé-San, c'est dans la Haute-Sanaga, dans l'arrondissement de Lemezou. Merci pour l'invitation. J'espère que je serai à la hauteur de répondre aux questions qui me seront posées ce soir, de manière à ce que nos millions de téléspectateurs restent satisfaits par nos analyses comme à l'accoutumée. On fera le maximum d'efforts pour rester en harmonie avec ceci. Je tiens déjà à rappeler que les habitudes ont la peau dure, donc on ne va pas changer, surtout lorsque c'est bien, c'est bien. On va le recevoir ici sur ce plateau et des messages WhatsApp, des messages simples. Vous n'allez pas nous appeler, on ne pourra pas décrocher, vous n'allez pas nous faire des voice, on ne pourra non plus les ouvrir. Et surtout, vous allez faire le maximum d'efforts pour rester assez courtois à l'endroit de ces valeureux Camerounais qui se sont déplacés pour nous accompagner ici aujourd'hui. On aura justement le temps d'accueillir le 4e invité qui est déjà là. C'est pourquoi je vais retourner du côté de la régie pour une brève transition. Donc démarrer avant de prendre cette première thématique, on va prendre un petit sujet, pas un petit sujet, je voulais dire la mise en bouche qui concerne justement le Fonds monétaire international qui aurait débarqué mis à la disposition du Cameroun malgré tout ce qui se passe tout autour du Covid-Gate. On a encore une bagatelle somme qui nous vient de ce côté pour continuer à gérer. Ça veut dire jusqu'ici que tout semble être bien parti pour la gestion des fonds au Cameroun. On ne peut que féliciter ces membres du gouvernement qui au quotidien s'échinent à mettre le Cameroun sur les rails et on ne va pas tout de suite tirer à boulet rouge sur ceux qui pourraient être inculpés par cette histoire, tant il est vrai que la justice est encore en train de faire son boulot. Je commence donc avec vous, Laurent Patrick Ambara. Vous avez également suivi cette actualité. Le Fonds monétaire international semble être en accord avec la gestion, je ne dirais pas parfaite, mais assez bien du Cameroun sur les fonds. Voilà, on aura encore de l'argent. On peut être content. Monsieur Yada, c'est un sujet qui me dérange beaucoup. Alors que l'épervier survole encore, l'épervier ne s'est pas encore posé sur une branche. C'est le même Fonds monétaire international qui a demandé des comptes au Cameroun. Alors qu'on n'a même pas encore les résultats parce que nous avons encore sur près de 22 ministres convoqués, ceux qui sont d'abord d'ailleurs, qui sont allés se balader là-bas, et d'autres qui savent réellement ce qu'ils ont eu à faire. On n'a même pas encore le résultat. D'aucuns vont continuer à passer demain, d'aucuns lundi. Mais le Fonds monétaire international vient déjà encore mettre à la disposition de l'État du Cameroun de l'argent. Je me pose la question, les qui vont gérer encore ces fonds? On se plaint déjà d'abord que les 180 milliards qui ont été mis à notre disposition, il n'y a pas de transparence, il y a surfacturation. Ce sont les mêmes ministres, les mêmes directeurs, les mêmes entreprises, les mêmes gens sont encore assis sur les mêmes fauteuils, sur les mêmes sièges, avec la même idéologie.
Mais quand on vient mettre ça, moi j'ai l'impression, M. Yada, qu'on est en train de... le Fonds monétaire international cherche particulièrement certaines personnes. C'est comme si on veut juste salir certaines personnes et dire, bon, les journalistes la bavardent, qu'ils bavardent, mais nous on continue à donner de l'argent. Vraiment, ça fait mal. On aurait tout de moins il fallait attendre que ceux qui sont auditionnés connaissent au moins les résultats des audits et qu'on puisse enlever la mauvaise graine. Mais là, maintenant, on ne sait même pas qui est coupable parce que actuellement, tout le monde plaide non coupable. Tout le monde tire sur tout le monde. Personne, même celui qui a reçu et qui sait honnêtement que j'ai falsifié ceci, j'ai ajouté ceci. Le test qui coûtait normalement, le ministre du Commerce parle d'un package de 25 qui avait un prix. Mais on venait vendre au Cameroun, on venait plutôt facturer avec les complicités, on venait vous proposer un test au prix de 25 tests. On se pose donc la question, M. Yada, à qui va profiter cet argent que le FMI vient encore mettre à la disposition du Cameroun? Certainement aux mêmes personnes, aux mêmes voleurs qui sont assis et qui nous regardent, ceux qui sont coupables, bien sûr. Donc, pour moi, c'est vraiment ajouter de l'essence dans le feu. Ajouter de l'essence dans le feu, il a quand même plu aujourd'hui, ça veut dire que la pluie va éteindre ce feu, tout au moins. Je vais me retourner vers vous, hein, le président du MOGEPA. On sait très bien que un panafricaniste est celui qui a non seulement la manière de la gestion, mais qui également n'est pas pour la corruption. Aujourd'hui, le Fonds monétaire international a estimé qu'il fallait remettre une certaine somme au Cameroun pour qu'il continue à gérer tant bien que mal ses projets et aussi peut-être ce qui est lié au coronavirus. Il faut dire ici qu'on est parti sur le Fonds monétaire, avec le Fonds monétaire sur des accords de principe. Donc si Ambara n'est pas d'accord, vous également, vous ne le serez pas. De toute façon, Victor Anoyada, il faudrait que nous prenions la chose avec beaucoup de pincettes. Je ne sais pas encore si les fonds attendus par l'État du Cameroun ou la deuxième vague des fonds attendus par l'État du Cameroun est déjà dans les comptes du Trésor camerounais. Et même si c'était le cas, il faudrait comprendre qu'en réalité, il y a des accords qui lient le Cameroun au Fonds monétaire international. Et la pandémie qui est, n'est-ce pas, le Covid-19 est encore, n'est-ce pas, en plein dans sa démarche de destruction et, n'est-ce pas, de mortalité. Par conséquent, c'est pas parce que ces ministres, tous ceux qui passent aujourd'hui au TCS sont en train d'être auditionnés que là, on va pour autant arrêter, n'est-ce pas, la riposte ou la lutte ou des aides, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Non, il faudrait que nous voyons les choses autrement. En tant que panafricain, en réalité, je vous l'ai déjà dit ici sur le plateau, nous sommes dans un panafricanisme, n'est-ce pas, modéré, dans une une autre vision de voir le panafricanisme. Par conséquent, nous rentrons dans ce qu'on appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, le présumé innocent. Vous voyez, et je vous l'ai dit également... Il faut rappeler qu'aucun ministre n'est coupable jusqu'ici. Je vous ai encore dit sur ce plateau qu'en réalité, ce qui est sûr, des têtes vont tomber. J'avais essayé de citer des uns, vous avez connu de personnes. Et moi, je crois en la justice camerounaise. Je crois que la justice camerounaise fera, n'est-ce pas, son travail. Et je pense qu'en réalité, que tous ceux qui sont en train d'être auditionnés, s'il arrive qu'à la fin de ces auditions, ils sont, n'est-ce pas, reconnus coupables de mauvaise gestion, reconnus coupables de malgouvernance, je pense que le chef de l'État va prendre des mesures nécessaires comme il l'a souvent fait. Cependant, il faudrait noter que on a quand même, à travers le rapport qui a circulé, dans le rapport de la Chambre des comptes qui a circulé dans les réseaux sociaux, découvert beaucoup de fautes de gestion par rapport, n'est-ce pas, à plusieurs gestionnaires. Donc, laissons la justice suivre son cours, laissons que le TCS, n'est-ce pas, qui, en son sein, a des fins limites, hein, je parle aujourd'hui des officiers de police judiciaire, qui font le travail. Je pense que la NIF aussi également est rentrée dans la ligne d'investigation dans ce sens-là. Donc, la chose va se passer. Le Covid-Gate va donner, n'est-ce pas, ses conclusions dans peu de temps et ce qui est sûr, des têtes tomberont. Donc,
que le Fonds monétaire envoie de l'argent, cela pourrait servir à faire autre chose, parce que ceux qui ont d'abord utilisé ont certainement utilisé ça à tout, sauf à riposter contre la Covid-19. Merci pour ce regard. Hein. Je me tourne vers vous. Vous êtes l'économiste en chef sur ce plateau, puisque vous faites dans l'histoire. Et si cette histoire est focalisée beaucoup plus, hein, tout au moins essentiellement sur l'économie. Paul, vous également, vous avez suivi cette actualité. Est-ce qu'on peut penser ici à la lumière de ce qui précède, par exemple, la Chambre des comptes qui a déjà donné une partie de son rapport où on a quand même vu certaines bévues. Je parlerai tout de suite de l'exemple de M. Ambara où, d'après le bon commerce, avec une mercuriale, les kits de 25 tests devraient en principe coûter 700 francs. On s'est retrouvé avec une surfacturation de 17 500 francs, ce qui quand même fait froid au dos. On a mis certainement cela à l'appréciation du Fonds monétaire international, qui estime tout au moins qu'il n'y a aucun problème, nous remet encore de l'argent. Est-ce qu'on peut prendre ça comme un piège? Alors, merci Arnaud pour cette question. J'ai entendu beaucoup de choses circuler au sujet du rapport d'étape produit par la Chambre des comptes du Cameroun et également des différentes auditions qui ont commencé au niveau du tribunal criminel spécial. Mais je voudrais que l'on reste prudent dans nos analyses, car il s'agit d'une affaire qui a été portée à la haute juridiction, qui est chargée, naturellement, comme on le sait, de la gestion des délits estimés ou alors dont la valeur est estimée au-delà de 50 millions. Tout à fait. Alors, puisque le problème est au niveau du tribunal criminel spécial, il est donc tout à fait inopportun de porter des jugements hâtifs, de porter des considérations qui pourraient être préjudiciables plus tard ou alors influencer la décision des juges. Alors, pour ma part, je considère que la justice camerounaise jusqu'ici a fait ses preuves en matière de gestion ou alors en matière de gestion des affaires concernant les détournements de fonds publics ou les présumées fautes de gestion, telles que, puisque jusqu'ici nous sommes encore au niveau de la présomption d'innocence. Tout à fait, personne n'est inculpé. Personne n'est inculpé. Alors voilà pourquoi je continue et j'insiste dans ma logique. Il est difficile pour moi de coller un commentaire pour l'instant. Donnons le temps à la justice camerounaise de faire son travail. Donnons le temps aux juges, aux magistrats camerounais dont la formation ne souffre d'aucune contestation, n'est-ce pas, à nous rendre le verdict relativement aux analyses qu'ils auront fait et aux enquêtes qu'ils auront fait sur le rapport d'étape de la Chambre des comptes. Je préfère me limiter là pour l'instant en attendant que les conclusions, que les têtes soient, que les véritables responsables de cette affaire, de la gestion des fonds Covid-19 soient véritablement épinglés par la justice camerounaise. Merci pour ce regard, hein. Vous êtes resté assez prudent. Ça nous permet également dans cette prudence d'accueillir le dernier invité, on l'annonçait tantôt. Il nous vient tout droit du comité central du RDPC. C'est un aîné. Émile Messi, bonsoir et bienvenue. Merci de m'accueillir. Bonsoir M. Yada, bonsoir à tous les invités. Je dis bonsoir millions de téléspectateurs d'Info TV. C'est avec un plaisir que je réponds toujours à vos invitations. Le plaisir est partagé. Je crois que, comme vous l'avez indiqué au début, je suis arrivé avec un léger retard dû aux embouteillages de la route. Et comme vous l'avez indiqué, on souhaite bien que le débat soit constructif, soit édifiant, pour que ceux qui nous suivent au moins puissent retenir quelque chose. Parce que, comme vous prenez la peine chaque soir d'organiser des débats, des discussions, il ne faut pas qu'on pense que c'est une séance de galerie, c'est une séance où des garnements viennent faire dire n'importe quoi. Et d'autant plus, avant même de me relancer sur la question, je suis apaisé après les deux dernières interventions sur la question que vous avez posée, parce que je ne vous cache pas que j'étais prêt à repartir de ce studio quand j'ai suivi ce que le premier intervenant a dit. Vous n'étiez pas d'accord avec M. Ambara? Je pense que taxer le voleur... Oui, chacun libre de penser. Vous savez que moi je suis pour le débat. Oui, permettez-moi. Vous savez que je suis pour un débat contradictoire de construction, comme je l'ai dit. Mais venez dire que le gouvernement, c'est des voleurs, c'est des termes qu'il faut... Heureusement qu'on a fait indexer. Qu'il faudra à l'avenir sanctionner. Moi je suis sérieux, je suis un professionnel. On ne dit pas voleurs aux gens qui sont à la tête du pays. Les autres l'ont dit, c'est pour ça que je ne voudrais pas
revenir sur ce qui se passe, que je partage leur point de vue. D'accord. Pour dire que Allez-y directement le sur la Cameroun question. est un État souverain. C'est faut qu'on doit comprendre. Le Cameroun est un État souverain. La souveraineté du Cameroun se manifeste par la gestion de l'État, par ses institutions. C'est-à-dire que le Fonds monétaire international, qui est un partenaire stratégique et privilégié dans la marge de l'économie camerounaise, ne fait pas dans la dentelle avec le Cameroun. Donc, lorsque ce Fonds monétaire international, parce qu'il faut encore le dire, même que ce n'est pas un prêt, ce n'est pas un don, c'est l'argent des Camerounais. Il y a un certain nombre d'indicateurs, il y a un certain nombre d'actions qui font en sorte que le Fonds monétaire international mette à la disposition de l'État camerounais des fonds. Mais vouloir penser par là qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, non, ce n'est pas le premier audit. Peut-être que non. Cette fois-ci, on a mis un rapport que la Chambre des comptes avait l'habitude de produire dans les réseaux sociaux, que ça prenne des allures comme si c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut beaucoup insister sur le dit que tout avait été prévu. Le mécanisme de contrôle avait été prévu par la circulaire du président de la République, par ce décret du Premier ministre, chef du gouvernement, par la lettre du ministre des Finances, sur ce qui devra être fait après avoir utilisé cet argent. Et que cela se fasse normalement aujourd'hui. Qu'on trouve pour insulter les ministres comme ça et tout, je ne trouve pas ça élégant. C'est pas bon. Ils sont libres de justifier ce qu'ils ont géré. C'est tout à fait normal. Et ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des ministres est-ce qu'on qui peut sont dire en que si prison. le Fonds monétaire international qui avait sommé le gouvernement de passer un audit avant qu'il ne mette à la disposition de celui-ci... C'est une expression... Je n'ai pas fini. Alors, mais est-ce qu'on peut dire... Peut-être que vous voulez faire le débat. C'est pour ça que moi, je voulais rapidement retirer l'expression sommet. Je voulais vous retirer ça de la bouche. Le Fonds monétaire n'a jamais sommé le pays. C'est pour cela que j'ai dit que le Cameroun est un pays souverain. J'ai dit que le Cameroun est un pays souverain. Un pays souverain, on ne vote pas les sommations. Sauf à dire le contraire. J'ai dit que le Cameroun est un État souverain. Je vous en prie. Non, pas les sommations, un État souverain. C'est pour ça que j'ai dit... Vraiment, Soit, on va le dire ainsi. On ne peut pas dire un État souverain qu'on vous a sommé. D'accord, ok, d'accord. Puisque moi je sais que quand je suis... C'est pour ça que je vous ai dit que ça a été prévu. C'est pas la querelle. C'est pas la querelle. Vous avez dit que vous êtes pour un débat contradictoire. Encore que moi je ne fais pas le débat. Je pose la question. Lorsqu'on suit quand même Dieu de Nsomba, qui qualifie le Fonds monétaire international comme un huissier, il n'est pas mauvais de dire en ces termes que le Fonds monétaire international peut vous sommer. Puisque lorsque le Fonds monétaire international vous donne de l'argent, c'est pour des faits spécifiques et précis. Alors là, si vous avez fait autre chose avec cet argent, il est normal que le Fonds monétaire international s'interroge. Aujourd'hui, le Fonds monétaire international a demandé, si j'enlève au sommet, au Cameroun de produire un audit. Et maintenant, cet audit est en cours. Il faut dire que la Chambre des comptes a donné une partie. Mais là, maintenant, on a le Fonds monétaire international met à la disposition du Cameroun de l'argent. Est-ce qu'on peut dire ici qu'il est quand même satisfait tout au moins de la première partie de cet audit? C'est la question que je voulais vous poser. La réponse est simple. Si le Fonds monétaire international a fait encore confiance au Cameroun, en octroyant encore une fois de plus 130 millions de francs, ça vient balayer toutes ces hypothèses que vous avez évoquées. Milliards. Milliards, bien entendu. 130 milliards. Donc, ça balaye ces hypothèses que vous avez indiquées, à savoir que le Fonds monétaire international a demandé un audit à l'État camerounais. C'est faux. Le Fonds monétaire n'a jamais demandé à l'État du Cameroun de faire. Il n'a jamais demandé un audit au Camerounais. D'accord, on va prendre ça. C'est pas le encore que je vous l'ai dit, peut-être que vous n'avez pas été attentif en vous disant que le Fonds monétaire même, ce n'est pas un don. Ce n'est même pas un prêt. C'est l'argent des Camerounais. Il faudra peut-être ouvrir un débat sur cette question-là. Il faut le savoir. C'est l'argent des Camerounais. Donc, ça veut tout simplement dire que toute la gesticulation qui est faite autour de cet audit, le Fonds monétaire international, ce n'est pas lui qui instruit l'audit. Parce que cet audit est déjà encadré. Peut-être quand j'ai dit que la sécurité du chef de l'État prévoyait déjà cet audit, le décret du Premier ministre, peut-être que ça ne passe pas bien et vous êtes seulement fixé sur la preuve aujourd'hui. On est fixé sur le fait que le Fonds monétaire international a remis sur la table du Cameroun 130 milliards. Ça justifie donc que je ne dis pas que nous sommes contents. Moi je suis content. Ça veut dire, selon vous, tout est transparent, hein, monsieur. Ce n'est pas de la charité. J'ai dit ouvrir un débat sur cette question. Le problème, c'est la gestion de ces financements. C'est pas mais la gestion est donc là, les institutions chargées de veiller sur la gestion des comptes
font le Quand vous travail. avez vu les résultats des Font le premiers travail. audits Les qui résultats ne circulent, sont pas là. ça Quand on dit présente- rapport Merci, d'État, monsieur, rapport c'est pas d'État, déjà ça le présente débat. très beau, n'est-ce il pas? faudrait lui dire, Je vous qu'est-ce en qu'on prie, appelle on va rapport sortir dessus. d'État? C'était juste une mise en Un bouche. rapport d'État. Vraiment, Ça ne veut pas c'est- dire que les gens sont déjà Laissez accusés. souvent- Vous savez, vous êtes Ils sont arrivé un déjà peu en retard, il fallait que vous épinglés. vous Faut échauffez. pas, vous faut êtes- pas, faut pas. Ambara, je vous en prie. Personne Monsieur Ambara, je vous en prie. Merci. On Accusé n'est pas au en ce marché. moment. La Chambre de compte a fait son travail. Monsieur Messi, vous avez déjà Et dit. on qualifie que c'était un rapport d'État. Vous avez déjà Attendons bien la expliqué, suite. monsieur Messi, merci. On va donc entrer dans le plat des résistances. Hein. C'était juste l'apéro. Attendons la suite. Bon, on attend, monsieur Messi. Calmez-vous, ne vous énervez pas d'entrer des Voilà, choses. c'est là, pas là. sérieux. Monsieur Messi, C'est on est passé irritant, dessus. à la limite. Voleur. Non, monsieur. Ok, merci, enfin vous êtes calme. Il faut boire un peu d'eau, hein. Ça va aller. Donc on va entrer avec le concours de la régie dans la première thématique. Je profite également de cette occasion pour saluer une charmante dame qui, au quotidien, prend déjà cette émission comme un comprimé d'aspirine, puisqu'elle le dit constamment. Lorsque je suis malade et que je regarde le grand soir, je me sens mieux. Elle, c'est Fadima Toupabé. Ça fait sourire Emile Messi, puisqu'il la connaît quelque part, compte tenu Bonsoir, de leurs affinités politiques, je vous l'ai dit. Donc, bonsoir Fadima Toupabé. Merci toujours de nous soutenir au quotidien et bonsoir également à ceux qui sont là. Ça ne bagarre pas ici, ça débat. La thématique, elle est déjà là. Émile Messi, je ne voudrais pas que vous perdiez la verve, donc je préfère vous redonner la parole parce que vous êtes tout chaud, vous êtes bien échauffé. Il faudrait que vous restiez justement dans cette logique pour le grand plaisir de nos téléspectateurs. Absentéisme des fonctionnaires, la récréation est-elle terminée? On sait très bien qu'il y a de cela un peu plus de 3 ans ou un peu moins de 3 ans puisqu'on était en 2018. Le ministre des Finances, c'est lui qui a commencé à, bon là je vais utiliser le mot, assommer, là vous n'allez pas m'enlever ça, assommer certains fonctionnaires avec ce qu'on appelait la COPE, le comptage, n'est-ce pas, le comptage physique des personnels de l'État, parce qu'on s'est rendu compte quand même à un certain moment que beaucoup de Camerounais, même étant morts, continuaient à percevoir l'argent des Camerounais, il faut le dire ainsi, puisque vous aimez bien dire l'argent des Camerounais. Donc, il a mis donc cette opération sur pied pour essayer d'assainir le fichier solde de l'État. Aujourd'hui, on commence à voir les fruits de ce travail, mené également des mains de maître par le ministre du Travail et de la réforme administrative, monsieur Joseph, de la fonction publique, je voulais dire. Ah, le chômage me dérange, c'est pourquoi j'aime parler du travail. De la fonction publique et de la réforme administrative, autant pour moi, monsieur Joseph Le, un peu plus de 433 fonctionnaires fictifs qui coûtaient par an à l'État beaucoup de milliards. Est-ce que vous êtes content de cette opération? Bon, c'est vrai que, honnêtement, vous posez deux problèmes sur la table. Fonctionnaires fictifs et absentéisme. Tout à fait. C'est pas forcément la même chose. C'est vrai. Donc, pour rester cohérent, je crois qu'il faut saluer. Parce qu'on est parti des absents pour détecter les fictifs, puisqu'on a dit que chacun vient de justifier qu'il est là. Alors c'est parce qu'on est parti des absents qu'on a vu qu'il y avait des fictifs. Effectivement, pour dire qu'il faut déjà au préalable féliciter le travail du ministère des Finances qui a décidé d'assainir effectivement le fichier solde par des différents recensements. C'est-à-dire des recensements au-delà du dossier qu'il fallait fournir, mais des recensements physiques. C'est-à-dire qu'il fallait être là soi-même. Il fallait justifier les éléments de salaire qu'on percevait chaque mois. Il fallait justifier sa présence, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, maintenant, lui, le patron donc, du personnel de l'agent de l'État, c'est bien évidemment la fonction publique qui aboutit donc à cette conclusion-là. C'est-à-dire on se rend compte qu'effectivement, il y a des gens qui ne sont pas effectifs, mais qui ont peut-être déserté le lieu de service. C'est-à-dire qu'ils étaient là à un moment donné, à un autre moment, ils ne sont plus là. Et ils ne viennent donc plus au travail, donc ils ont déserté. Je peux également soupçonner que dans cette liste, il y a ceux qui n'ont même jamais travaillé. Et là, donc, ça devient un problème de fonctionnaires fictifs. C'est-à-dire que les matricules existent, leur argent circule, touché par qui, on ne sait pas. Et qu'on retire également du fichier. Donc, c'est des efforts à saluer. Et on peut dire que le gouvernement doit continuer dans ces efforts-là, en espérant également que, après cet assainissement, que les postes soient dégagés et que l'État camerounais puisse enfin recruter ceux qui effectivement veulent bien travailler, ont le profil de l'emploi, que cela soit effectivement recruté à la fin de ce processus-là. Donc c'est une opération qu'il faut saluer, mais qu'il faudrait également redistribuer, puisque ce qu'on gagne là, il faut bien que ceux qui méritent
soient payés, ou tout au moins ceux qui travaillent également, qu'on revoit peut-être aussi leur rémunération à la hausse. Donc c'est des choses qu'on peut légitimement attendre après une opération comme celle-là. Mais sinon, l'opération en elle-même est salutaire et c'est à décrier, c'est à fustiger, parce qu'on ne peut pas penser que pendant que les gens sont au quartier pour chercher de l'emploi, ils ne parviennent pas, mais qu'on dise qu'il y a des gens qui ont des matricules qui flottent là et dont l'argent passe et que les gens ne travaillent pas. Donc on se dit qu'on se rend donc compte que il faut donc se poser à l'opération et que lorsqu'on va peut-être aborder le cas, qu'est-ce qui peut expliquer cela, on va peut-être voir les mécanismes parce que c'est des Camerounais. Merci. On va décrire toutes ces choses-là, mais tout à fait. les Camerounais se comportent parfois comme s'ils étaient mercenaires dans leur propre pays. Donc je crois que globalement c'est une opération qu'il faut saluer et qu'il faut vraiment soutenir. Laurent Patrick Ambara, M. Emile Messi estime qu'il faudrait véritablement saluer cette opération et même la soutenir, encourager encore les ministres en charge d'aller de l'avant pour qu'ils essaient au mieux d'assainir, puisque ce n'est qu'une partie, on est certain qu'il y a encore de la filouterie. Tout au moins, on parle ici du matricule qu'un citoyen obtient par le truchement de l'État du Cameroun, par un mécanisme qu'on maîtrise mieux. Mais voilà, si 400 Camerounais ont réussi à avoir des matricules et que chaque fin du mois, ils percevaient l'argent de l'État pendant des années, est-ce qu'ici, on ne peut pas parler de la faillite de l'État d'abord à ce niveau? Merci, M. Yada. Bien que ça choque certains sur le plateau, mais je crois que quand on touche, on prend ce qui ne nous appartient pas. Parce qu'il est facile pour M. Messi, lorsqu'on va voler sa chèvre au village, Vous aimez tout le mot vol. Hein? Il va dire au voleur. Non, il faut dire la vérité. Il va dire au voleur. Comment 400, parce qu'il faut être là, c'est 493 fonctionnaires. Près de 500. Qu'on a eu à débarquer comme des malpropres. Parce que, absentéisme. Comment en est-on arrivé là? C'est la question qu'il faut se poser. Bon, peut-être pour M. Messi, c'est un ange. Quand M. Lebeau, qui aujourd'hui est quelque part... Il est en prison. Oui, on se comprend. Il est quelque part. Non, quand je vais encore dire prison, vous allez dire les qui sont en prison. Dites-moi. Donc, quand il réussissait, c'est là ça pose un problème. L'histoire de centralisation du pouvoir, encore une fois de plus. Une seule personne avait la possibilité. À lui seul, d'abord, il touchait combien seul? Il avait le salaire de combien de Camerounais? Comment cela était possible? Pendant des années. Pendant des années. Des ministres sont passés par là. La même fuite était là. Il a fallu l'arrivée de quelqu'un comme lui, Paul Motaze, pour détecter. Il a fallu au niveau de la fonction publique un monsieur qui a le sens du devoir, un monsieur qui se soucie des Camerounais, un monsieur qui a encore l'amour du peuple camerounais, monsieur Joseph Lé, pour dire trop, c'est trop. Comme monsieur Messi, je vais saluer cette décision. Je vais saluer cette bravoure du ministre Joseph Lé. Tout le monde dit enfin. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas terminé, permettez-moi. Même le caméraman Messi. Je vais peut-être rappeler à mes copanélistes qu'il y a une chose, le journaliste n'a rien à faire avec le train qui arrive à l'heure. C'est le jour que ce train est en retard, c'est ce qui m'intéresse. Ça, pour que vous ne dites plus enfin. Alors, lorsque j'ai dit, j'ai salué la décision du ministre Joseph Lé, il faudrait aller en profondeur, M. Yada. Les absentéismes des fonctionnaires sont souvent plus liés et connus par leurs patrons hiérarchiques les plus directs. Vous arrivez dans un lycée, le proviseur sait que monsieur le censeur ne vient pas souvent. Mais à la fin du mois, monsieur le censeur sait que je verse 50 000 au proviseur, il me couvre. La preuve, on signe les états de présence. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Monsieur Yada, nous sommes Camerounais et je vous rassure que c'est ce qui se passe. On ne va pas... C'est bien parce qu'on ne cite pas les contemporains, mais je dis on ne va pas entrer, on ne va pas faire semblant. Vous ne pouvez pas m'expliquer que quelqu'un en Europe, il est en France, mais à l'établissement, il est présent. C'est lorsque le délégué va faire la descente qu'on va se rendre compte que il est absent. On viendra faire un communiqué radio pendant 3 jours. Le gars ne sera jamais là, mais va toujours revenir faire comme d'habitude. Aucun patron ne peut dire pourquoi c'est monsieur Lé qui vient découvrir qu'il y a des fonctionnaires qui sont champions de l'absentéisme, alors que ces fonctionnaires ont des patrons immédiats. Vous êtes
dans une mairie, je prends Kassem, non, je reprends même l'école. Vous êtes professeur dans un lycée. Vous le savez bien, monsieur Yada, quand vous arrivez, il faut bien signer la fiche de présence. Il y a ce que le proviseur signe qu'on appelle la présence effective. Effective, voilà, qu'on vous donne, je crois, c'est à la rentrée. Tout à fait. Vous allez prendre la présence effective. À la rentrée, c'est la prise de service. La prise de service. La présence effective, c'est pas la rentrée. Voilà. Vous avez, on vous donne donc ces fiches de présence qui attestent que monsieur Yada est au lycée. 1 mois passe, vous n'êtes pas là. 2 mois, vous n'êtes pas là. On prend notre professeur, il vient donner la matière que vous êtes censé donner. Plus haut, on ne signale pas. Vous allez me dire que qu'est-ce qui se passe entre ce chef-là et ce professeur-là. Ce n'est pas de la magie. Monsieur Joseph Lé, je demande encore, monsieur le ministre, le travail est bien à votre niveau, mais il faut approfondir. Il faut changer il faut tout faire. D'essayer de changer. Je ne sais pas comment on peut changer la mentalité de certains Camerounais parce que vous ne pouvez pas. 493, vous allez toucher, vous êtes fiers. Vous ne travaillez pas, mais votre argent passe. Comment? Ça s'explique comment? C'est pour vous montrer que quelque part, il y a les maillons dans le gouvernement qui passent le temps à vouloir salir le travail qui est abattu en amont. Et lorsque c'est sale en haut, en bas, autant pour moi, on va dire que c'est le haut qui est sale, sans toutefois savoir qu'il y a des brebis galeuses. Heureusement, on va développer au cours de l'émission, mais je salue déjà cet acte du ministre Joseph Lé, qui enfin s'est rendu compte et a fait ce qui a dépassé beaucoup. Il a pu enlever, débarquer ces gens, ces individus des rangs des fonctionnaires du Cameroun. Merci. Le président du MOGEPA, vous également, vous suivez avec nous, avec beaucoup d'attention, cette actualité. Voilà, monsieur Ambara qui félicite et encourage même le ministre Joseph Lé. Ce n'est pas son habitude. Il faut dire ici que le ministre est vraiment béni. Et il estime tout au moins que c'est un travail à la chaîne. Et que là, ça dépend de chaque maillon, que chaque maillon a quand même une part de responsabilité. Mais lorsque vous approchez certains Camerounais qui se retrouvent malheureusement et tristement dans cette situation, ils vous disent que le Cameroun est dû. Ils ont essayé, par exemple, l'école normale, ils étaient admissibles, ils n'ont pas eu moyen de monnaie. C'est ça qui a développé leur intelligence. Ils ont trouvé les voies de contournement. Et voilà, aujourd'hui, ils n'avaient presque pas le choix. Que pensez-vous de ça? Est-ce que c'est un problème de mentalité ici? Je l'ai toujours dit et je vais toujours aller dans ce sens. Tous les Camerounais d'ailleurs, et même tous les Africains en majorité, ont besoin d'un réarmement moral. Vous voyez, le problème de mentalité aujourd'hui fait en sorte que on puisse totalement se déconnecter de l'humanité en nous. Ce qui fait en sorte que l'humain agit dans une forme d'humanisation qui ne permet pas de rentrer dans le véritable rapport et le contact social camerounais. En parlant de cette situation au niveau du personnel de l'État, il faudrait bien comprendre que qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnaire? Le fonctionnariat, c'est un sacerdoce. Il faudrait se poser des questions un peu plus, n'est-ce pas, profondes. Qu'est-ce qui peut être la cause, n'est-ce pas, de l'absentéisme de ce personnel de l'État? Fondamentalement, qu'est-ce qui peut causer cela? Quand on sait que le travail est difficile, vous l'avez souligné tout à l'heure, quand on sait qu'avoir un matricule, c'est déjà une garantie, comment encore expliquer que pour cela, ils trouvent encore le moyen de ne pas venir au travail, pire encore, qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, des personnels fictifs. Parce qu'en réalité, comme le disait l'aîné tout à l'heure, c'est deux problèmes assez différents, mais qui rentrent, n'est-ce pas, dans la même problématique. Alors, si on va sur la définition même, on parle du fonctionnaire comme quelqu'un qui fait le sacerdoce. Sacerdoce, c'est-à-dire un peu comme les prêtres, vous voyez, chez les prêtres. Mais sauf qu'il y a chez les prêtres d'autres choses qui accompagnent leur sacerdoce. Par exemple, le prêtre, il est logé, le prêtre, il est nourri, le prêtre, il n'a pas besoin de faire des efforts quand il est malade, et puis il est suivi par l'Église. Mais est-ce que c'est la même chose chez le fonctionnaire camerounais? C'est ça la question, Victor Yada. Est-ce que le fonctionnaire camerounais, bien qu'ayant un salaire, n'est-ce pas, tout mensuel, réussit à joindre les deux bouts? Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'État regarde, n'est-ce pas, comment il traite les fonctionnaires afin de pallier à ce problème d'absentéisme-là? Est-ce que peut-être
je m'interroge tout simplement, hein, et afin qu'on puisse essayer de voir dans quelle mesure, parce qu'en réalité, c'est beau, c'est bien beau, n'est-ce pas, cette action concertée entre le MINFI et le MINFOPRA, c'est très beau, c'est même à saluer, comme l'ont dit les prédécesseurs panélistes. Mais cependant, est-ce que cette action, n'est-ce pas, qui a fait éclat, ne va pas continuer bien après? Est-ce que, rentrant dans l'oubli, dans quelques temps, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, on ne va pas rentrer dans le même travers? Voilà de quoi il s'agit, Victor Yada. Et c'est ce problème fondamental qu'il faudrait que nous puissions, n'est-ce pas, que l'État puisse gérer, que l'État puisse totalement éradiquer dans, n'est-ce pas, à la source. Tout à l'heure, on parlera naturellement des solutions. Oui. Justement, avant d'arriver aux solutions, il faudrait donc s'interroger sur la causalité. D'abord, pourquoi cela? Comment cela peut être possible? M. Ambara a essayé, n'est-ce pas, d'expliquer des phénomènes camérounistes, n'est-ce pas, par lesquels certains fonctionnaires dans les lieux de service sont protégés par leur hiérarchie. Nous savons comment sur le terrain ces choses se passent. C'est une possibilité. Et c'est même une possibilité réelle. Donc c'est une réelle possibilité. Par conséquent, c'est un fait. Alors, au-delà de ça, moi je crois en réalité que dans les solutions tout à l'heure, je vais proposer certaines choses qui vont quand même amener les fonctionnaires conscients à pouvoir, n'est-ce pas, rester à leur poste. Parce qu'au-delà de ça, il y a des institutions qui ne sont pas intégrées. Depuis 10 ans, qui demandent à travailler. Mais il y a des gens qui réussissent quand même à avoir de l'argent sans aller dans leur poste de travail. Je pense en réalité, M. Victor Yada, qu'il faut rementaliser, n'est-ce pas, tout, je dis bien, il faudrait que nous rementalisons tous ceux qui travaillent pour le Cameroun. Et c'est urgent. C'est urgent dans la mesure où, aujourd'hui, notre mentalité est liée au concept camerouniste, où on a réussi à travers des pirouettes intelligentes à pouvoir nous créer une forme de réalité sociale. Et c'est de ça qu'il faut, et c'est de là qu'il faut se déconnecter. Déconnectons-nous du réel social que nous avons créé afin de nous projeter dans le réel social que la communauté, que n'est-ce pas le chef de l'État, son excellence Paul Biya, a certainement, à travers sa prise du pouvoir en 1982, mis sur le palais, je vais parler de la rigueur et la moralisation. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Bien que nous voyons que ce mot aujourd'hui, 39 ans plus tard, est un cheval blanc, et je voulais dire un éléphant blanc, en réalité, il n'est pas tard que nous puissions revenir sur les fondamentaux et rattraper le coup. On va justement essayer de rattraper le coup. Hein. Ce qui est vrai, c'est que les ministres en charge de cette opération sont sur la très bonne voie, d'après les prises de parole. Je me tourne vers vous, Paul. Je vais quand même lire ceci. Pour rappel, à la faveur du COPE, il faut rappeler justement ici que c'est le comptage physique du personnel de l'État qui a permis de débusquer plus de 10 000 agents fictifs. L'État du Cameroun a réalisé des économies de 40 milliards de francs CFA sur la masse salariale des agents publics en 2020. Si on dit que l'État a réalisé, ça veut dire que c'est ce que l'État perdait. On est d'accord? C'est ce que l'État perdait, 40 milliards de francs. Est-ce que finalement, ce n'est pas toujours le laxisme de l'État? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des mécanismes en amont pour comprendre qu'il y avait un problème à ce niveau? Est-ce que l'État finalement laissait cette opération pourrie et revenir un jour avec deux ministres comme des Jésus-Christ qui automatiquement seront bien vus aujourd'hui finalement? Est-ce qu'on n'entre pas toujours dans la politisation de notre système? Ok, merci Arnaud pour cette question. Je voudrais qu'on soit un peu plus objectif, qu'on ne verse pas dans des spéculations ou dans des procès d'intention. Voilà. Et lorsque je l'ai dit, cela me permet d'analyser la situation que nous vivons aujourd'hui. Oui, monsieur Ambara, vous pouvez en rire. C'est de votre gloire d'en rire. Allez-y, Paul. Alors, je voudrais dire ceci. Le problème de l'absentéisme des fonctionnaires au Cameroun est en rapport avec trois choses que j'aime souvent à identifier, à savoir la condition du fonctionnaire, premièrement, l'environnement dans lequel il travaille, deuxièmement, et puis maintenant, le niveau de considération, comment je vais dire ça, le niveau de pourrissement qu'il y a dans les esprits des Camerounais, notamment en rapport avec la corruption, en rapport avec l'immoralité, l'incivisme et autres. Alors je m'explique. La condition du fonctionnaire, pourquoi est-ce que je l'identifie comme étant l'une des raisons qui
pourrait motiver sans toutefois justifier ou béatifier cette attitude. En effet, le salaire des fonctionnaires qui aujourd'hui reste encore assez faible en rapport avec le niveau de vie qui est sans cesse croissant, sans cesse élevé. Certains fonctionnaires, par l'ambition, par l'heureuse ambition du bien-être, se retrouvent donc à postuler dans sous d'autres cieux, afin d'avoir des emplois qui peuvent leur permettre de doubler, n'est-ce pas, la mise, voire même tripler, quadrupler la mise qu'ils obtiennent en étant fonctionnaires au Cameroun. C'est donc dans cette logique que vous allez trouver dans les pays européens, pour la plupart en Amérique également, au Canada, beaucoup d'anciens fonctionnaires camerounais qui ont conservé, qui n'ont pas démissionné de leur fonction, qui n'ont pas démissionné de la fonction publique, mais qui continuent de percevoir à la fois le salaire du Cameroun et celui de l'étranger du pays dans lequel ils servent normalement. Donc il y a cette situation qu'il faut soulever. Il y a également du fait de la crise, de nombreuses crises sociopolitiques, des Camerounais qui se sont déplacés, des fonctionnaires camerounais qui se sont déplacés et qui se sont réfugiés dans des régions un peu plus pacifiques pour pouvoir s'éloigner de la violence des armes, de la cruauté des séparatistes et autres. Alors, ces fonctionnaires également, certains de ces fonctionnaires également, ont reçu des convocations de leur hiérarchie pour qu'ils retrouvent leur poste d'affectation, leur lieu de résidence, leur résidence de travail, n'est-ce pas? Certains qui sont repartis n'ont pas eu de problème. Mais ceux qui sont restés également font partie de ces absentéistes-là qui peuvent aujourd'hui qui ont aujourd'hui été révoqués et licenciés pour les autres. Maintenant, il y a l'environnement de travail. L'environnement de travail fait en sorte que, parce que le fonctionnaire passe plus de temps dans son milieu de travail qu'ailleurs. On a donc certaines zones au Cameroun qui restent encore enclavées. Ce n'est pas pour dire que dans ces zones, on ne doit pas envoyer des fonctionnaires. On doit les envoyer parce que c'est le Cameroun et ça reste le Cameroun. Alors, il y a certains qui ne supportent pas certaines conditions de travail et qui se voient donc dans l'obligation pour eux, n'est-ce pas, pas une obligation forcément officielle, pas une norme, qui se voient donc dans l'obligation de déserter leur poste de travail parce que peut-être dans les zones où ils se trouvent, il n'y a pas assez d'électricité, où ils ont des ambitions de poursuivre leurs études. Ils ont des ambitions de poursuivre leurs études et ils se rendent compte qu'ils sont éloignés des universités et autres. Alors, ils abandonnent leur poste de travail pour se rapprocher des métropoles et pouvoir mettre en action les projets qu'ils ont pour leur vie. Maintenant, le troisième élément qui était celui de la corruption, et c'est là où je rejoins mes copanélistes précédents, pour dire que la corruption s'est tellement enracinée dans le milieu de l'administration camerounaise au point où des Camerounais n'arrivent plus à penser à l'intérêt général qui normalement est le premier mobile qui doit motiver l'action de l'agent public, l'intérêt général. Et lorsqu'on a donc perdu cet amour pour le travail bien fait, lorsqu'on a perdu cet amour pour l'intérêt général, on peut donc verser dans la corruption. Ça fait donc qu'il y a des fonctionnaires qui ne travaillent plus pendant des années, mais qui versent une quote-part de leur salaire à leur hiérarchie directe et qui les couvrent. Chambara le disait tantôt. Et lorsqu'il y a un recensement qui doit arriver, n'est-ce pas, ceux-ci sont automatiquement avertis par celui qui perçoit cet argent et ils font juste le temps du recensement et après le recensement, ils repartent. Donc, il y a cette situation qu'il faut également décrier. Et lorsque j'ai fait ce tableau, lorsque j'ai terminé de faire ce tableau, cela me permet maintenant de dire que l'opération qui a été initiée, il faut le rappeler, c'était sur haute instruction du chef de l'État. Il faut le rappeler parce que certaines personnes ont tendance, maintenant peut-être parce qu'ils n'aiment pas la personne,
à oublier que l'initiative de l'acte vient du chef de l'État. Bon, finalement, qu'est-ce qui n'est pas... Et lorsque je l'ai dit... Quelle est l'initiative que le chef de l'État ne prend pas finalement? Monsieur Victor Arnaud Eyada, permettez que je déroule allez-y. mon argumentation. C'est juste que cette précision, bon... Vous savez, je ne suis pas très fort dans la gesticulation. J'aime bien rappeler ces propos du chef de l'État qui disait « la gesticulation n'est pas un synonyme ou alors n'est pas une marque de vitalité ». Alors lorsque je l'ai dit, je reviens sur ce que... Qui gesticule? C'est moi qui gesticule. Il faut que je sache. Ceux qui pensent mon rôle, c'est aussi de vous relancer. Ceux qui pensent que rappeler que l'initiative vient du chef de l'État, c'est commettre un crime. Non, personne ne l'a dit. Voilà. Presque tout oui, est initié du chef de monsieur l'État. Arnaud Eyada, vous n'allez pas me distraire. Permettez, je ne vais pas vous distraire. Voilà, permettez je que vous je écoute, mais déroule. nous ne sommes pas quand même à la prêche pour dire à Mendes que vous avez fini de parler. Ça aussi, vous êtes assez pertinent, je le reconnais, mais il faudrait qu'on vous relance de temps en temps. Hein? Donc, cette précision en valait-elle la peine? Est-ce qu'il fallait tout de suite rappeler que l'initiative venait du chef de l'État? C'est comme quoi, c'est pour dire que le ministre des Finances et le ministre de la fonction publique, ils ne pouvaient pas penser ainsi. Bon, c'était une parenthèse, allez-y. D'accord, merci enfin. Alors, si je peux donc poursuivre mon propos, je suis donc j'étais en train de dire que lorsqu'on a donc rappelé que l'initiative vient du chef de l'État, on se permet donc maintenant de féliciter tous les maillons de la chaîne, tous ceux qui ont eu les dossiers, les différents dossiers, tous ceux qui ont eu à traiter cette opération, parce que en même temps, il y a eu le ministre des Finances, il y a eu le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, mais il y a également eu les différents cadres des différents ministères qui étaient sur le terrain pour effectuer ces comptages physiques. Alors, lorsqu'on a félicité ces gens, on félicite également l'initiative. Parce que comme vous l'avez relevé tout à l'heure, l'absentéisme au niveau, l'absentéisme des fonctionnaires créait effectivement un manque à gagner, un très grand manque à gagner dans le trésor public. Parce que la rémunération a ceci de particulier, ou le salaire, et je chute par là, le salaire a ceci de particulier qu'il est la contrepartie du travail effectué. Alors lorsqu'on n'a pas effectué un travail, on ne mérite pas le salaire en question. On devient donc, si je vais emprunter dans le jargon de M. Ambara, on devient donc un voleur. Ah, merci. Alors, il est donc important aujourd'hui que cette opération se poursuive et que ces individus, parce que j'ai tout à l'heure soulevé qu'il y en a qui viennent pour faire le comptage, dès qu'ils font le comptage, ils disparaissent à nouveau. Donc, il faudrait que les différentes administrations et que les différentes hiérarchies de ces fonctionnaires prennent désormais conscience de ce qu'il s'agit d'un combat pour le pays, pour la survie de l'État et pour la réalisation des projets de l'État. Merci pour ce premier regard assez profond. Il est vrai que beaucoup disent ici qu'il ne fallait pas, je vais lire les messages, qu'il ne fallait pas naturellement rappeler que c'est l'initiative du chef de l'État. Sinon, lorsqu'il y a aussi un voleur, on va dire que c'est l'initiative du chef de l'État. Parce que s'il est le premier, non, je vous donne la parole tout de suite. Vous allez juste vous calmer. Un petit détail par non, rapport pas des détails. Qui semble vous Lorsque je vous passe la parole, vous allez poser ces détails. Parce que je sais que lorsqu'on dit que le chef de l'État fait quelque chose, le RDPC n'est jamais d'accord. Avec vous, vous allez rappeler, c'est votre droit. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur un aspect. La thématique est assez simple. Absentéisme des fonctionnaires, la récréation est-elle terminée? On voudrait bien savoir si, à l'issue de cette opération menée des mains de maître par le chef de l'État, la saignée va justement s'arrêter. Prenons un cas simple, la crise au nord-ouest, au sud-ouest. M. Afana l'a bien rappelé, il y a eu beaucoup de déplacés. Il me souvient que Nalo Vayonga, le professeur, ministre de l'enseignement secondaire, demandait aux différents enseignants de retrouver leur poste de travail dans le NOSO. Entre-temps, quelques jours après, c'est les enseignants qu'on voyait bastonner, qu'on déshabillait, qu'on demandait de courir nus. Je ne parlerai même pas de ceux qu'on a égorgés. Alors, est-ce que sera facile d'arranger un problème comme celui-là aujourd'hui? Tant il est vrai que nous avons encore perdu à cela quelques jours, 4 soldats, je crois bien, c'était un buis dans le nord-ouest. Demandez maintenant aux fonctionnaires de rentrer là-bas, aller travailler comme si de rien n'était. Est-ce que l'État qui somme ces gens d'aller travailler
prend au moins les mesures nécessaires pour qu'ils se sentent tout au moins en sécurité dans ces zones à risque aujourd'hui? Vous comprenez qu'on va conjuguer les mêmes verbes, c'est-à-dire que nous sommes des humains. Parce que très souvent, on parle de l'État. L'État, c'est qui? C'est nous. C'est nous. En fait, c'est nous. Ce n'est pas une entité isolée de nous. C'est nous. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dû indiquer que parfois, nous servons notre pays comme si nous étions des mercenaires dans notre propre pays. Cela donc appelle à la culture de l'amour de son pays. Pour revenir spécifiquement à la question que vous posez, le cas du nord-ouest et du sud-ouest, c'est des régions en crise. Mais c'est des régions en même temps qui ne doivent pas être en arrêt d'activité. Tout à fait. On peut tout simplement demander au même État de prendre des mesures de sécurité pour ces agents de l'État qui y vont, que ce soit les enseignants, que ce soit dans d'autres corps. Qui doit demander à l'État? Qui doit dire à l'État de prendre ces mesures? Nous sommes sur ce plateau pour débattre de cette thématique-là. D'accord. Je crois que les décideurs nous suivent également. Moi, je demande, par exemple, en donnant cette contribution sur ce plateau, par exemple, c'est-à-dire que ceux qui vont là-bas se rassurent et soient en sécurité. C'est malheureux qu'on vous dise que allez travailler quelque part et que vous revenez des armes crépites de part et d'autre. dans un corbillard. C'est ça qui est déplorable. Nul au monde n'ira travailler là où il sait qu'il peut mourir. C'est regrettable, mais c'est des zones en situation qu'on connaît, en crise. Vivement que l'État aussi fasse tout pour que la sécurité revienne là-bas et pour que ces deux régions-là fonctionnent comme toutes les autres régions. Mais pour revenir à l'essentiel, l'absentéisme et le reste, mon ami a parfaitement raison. Vous savez, la souveraineté appartient au peuple. Parce qu'elle a parlé tout à l'heure du chef de l'État. Ce n'est pas un détail inutile. C'est au chef de l'État que le peuple a confié le destin du pays. Il faut le savoir. Et la Constitution lui donne le Ça droit fait que de définir le la premier politique. Lorsqu'il est instruit, Mais quand il y a Tant des que tournements, il il n'est pas signé. lorsqu'il est instruit Est-ce au qu'il est gouvernement, le détournement? que lui-même a formé sur cette question d'absentéisme, c'est parce que ça prend de l'ampleur. Voilà. On parle de l'absentéisme, mais s'il faut examiner toute la question, au-delà des fonctionnaires, parlons même des agents publics. Parce que fonctionnaires et les travailleurs, les agents publics, c'est ceux qui ont choisi d'être au service de l'État. Ce n'est pas pour s'enrichir, mais c'est pour servir leur patrie, pour être au service du peuple. C'est ça la fonction publique. L'ongomna, c'est que vous vous mettez à la disposition du peuple. Il n'y a qu'à parler du sacerdoce. Bien évidemment, c'est du sacerdoce. Mais l'État vous accompagne tout simplement avec des moyens pour atteindre les résultats escomptés. C'est pour ça que la problématique de l'absentéisme cache encore beaucoup d'autres choses. Dans cette problématique, il faut évoquer l'assiduité au travail, la ponctualité, mais davantage le rendement. Tout à fait. Le rendement au travail. Pourquoi? Parce que il nous arrive d'aller dans ces bureaux, dans ces milieux de travail. Vous voyez quelqu'un concentré sur son ordinateur, vous êtes convaincu qu'il joue le Zuma, Il joue le Zuma. Je ne vous fais pas le dire. Mais il est pourtant là. Mais quel rendement? 8 heures au travail, non 8 heures de travail. Quel rendement? L'assiduité. Peut-être il vient une fois par semaine. Il y a un problème. D'autres même viennent pour ajouter de la braise à votre pipe. Il vient au travail à 10 heures. Il rentre. À 11 heures, il prend une prend la blanc de pause. chèvre à côté avec un litre de vin rouge. À 14 heures, il dit que le travail est fini. Il est fini. Ça veut donc dire que c'est cette question-là qui doit donc être véritablement évacuée. Parce que quand vous prenez le texte général de la fonction publique, on vous dit qu'on recrute en fonction des postes de travail. Vous avez parlé de quelque chose d'intéressant et je vous attendais à ce niveau. Je vous Poste de relance travail. justement. Vous avez Parce parlé qu'il faut rester cohérent. Vous allez rester. Vous avez parlé de recrutement. Monsieur Émile Messi, est-ce que finalement le ministre n'est pas en train d'aller voir le mal au niveau des faits alors qu'il devait commencer à la racine? Le recrutement entre clientélisme, tribalisme et tout ce qui va avec. Lorsque vous savez que c'est votre oncle qui est chef de tel département et que vous-même vous êtes conscient que vous n'avez pas les compétences et qu'on vous a quand même pris au village, puisque vous n'avez pas la possibilité d'entrer dans les concours comme contractuel, vous êtes venu. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous motive à être absent en vous disant c'est mon oncle qui va me faire quoi? Je parle en disant que
quel que soit le ministère. Si le ministre est Bafia, le vigile commence avec OMB. Si le ministre est, je ne sais pas trop, de l'Ouest, le vigile commence avec Olantier. Si les Boulou, c'est Ambolo. Ça, ce sont des faits. Là, vous n'allez pas dire que je suis en train d'affabuler. Est-ce qu'au niveau des recrutements aussi, ce n'est pas par là qu'il fallait commencer pour assainir avant d'aller toucher le problème là où il est aujourd'hui? C'est pour cela donc avant de décrire l'état, je vous parle de ce qui doit se faire. D'accord. C'est-à-dire que les textes de la fonction publique parlent des recrutements en fonction des postes de travail. Le poste de travail aussi obéit à des exigences professionnelles. Il y a la compétence qui est recherchée par rapport à un poste de travail. Si nous recrutons par rapport au poste de travail, immédiatement, nous résolvons des problèmes d'emploi fictif. Parce que ces postes-là sont identifiés à l'avance. C'est des besoins exprimés par des administrations. Et on fixe donc le cadrage, le profil, les compétences et des expertises souhaitées pour combler ces postes de travail. Voilà ce qui devrait guider les recrutements au départ.